Chers téléspectateurs, bienvenue en classe sur l'URTM. Mes chers élèves de la 4e année TCA pour le BT2, vous avez encore Sayon Ndiakité, professeur de comptabilité à l'USAB, pour la suite du cours préétabli. Alors nous sommes à la leçon numéro 7. Alors cette suite, c'est pour parler de l'analyse des écarts sur charge indirecte. Alors, dans la leçon numéro 6, on a parlé de l'analyse des écarts sur charge directe. Alors, là-bas, les éléments de coût s'expliquent par deux composantes, vous vous rappelez, une composante quantité et une composante prix. Mais ici, avec les charges indirectes, les éléments de coût se composent de trois composantes. Il y a une composante quantité, le nombre d'unités d'œuvre, et il y a une composante prix qui est décomposée en coût fixe et en coût variable. Alors, c'est ça qui va faire un peu la particularité. Et on l'avait annoncé, en parlant de l'analyse, on avait dit que l'analyse s'effectue de manière légèrement différente, suivant qu'il s'agit d'écarts sur les charges directes ou d'écarts sur les charges indirectes. Alors, pour comprendre cette notion de trois composantes, on va s'intéresser à comment faire les prévisions de charges indirectes dans les coûts préétablis. Autrement dit, on va s'intéresser à la notion de budget flexible. Alors, pour parler de la notion de budget flexible, on va toujours rester dans le cadre de l'entreprise connaît, l'exemple qu'on a pris depuis au départ de la leçon, et on va envisager trois niveaux d'activité. Le niveau d'activité 35 heures, le niveau d'activité 40 heures et le niveau d'activité 60 heures. Et on va essayer de présenter le budget flexible correspondant à ces niveaux d'activité. Alors, le travail repose sur l'activité normale. Alors, si vous vous rappelez bien, depuis quand on a parlé de fiche unitaire standard, on avait dit que l'activité normale de l'entreprise connaît 50 heures de travail. Et les données des charges indirectes relatives à cette activité normale, c'est 3500. Alors, dans lesquels 3500, il y a 1200 qui représentent les charges fixes. Alors, si sur un total de 3500 des charges indirectes, 1200 représentent les charges fixes, alors le reste, à savoir 2300, ça va être les charges variables. Donc, pour l'activité normale, on a les charges fixes, les charges variables 2300, les charges fixes 1200, ce qui fait un volume total des charges indirectes 3500. Alors, à partir de ces données, on va calculer le coût global de l'unité d'œuvre. Alors, le coût global de l'unité d'œuvre, ce n'est rien d'autre que le coût global en charge indirecte qui est 3500 divisé par l'activité qui est 50 heures ici. Alors, 3500 divisé par 50, ça donne bien 70. Alors, donc le coût unitaire, c'est 70. Alors, on va également calculer le coût variable de l'unité d'œuvre. Le coût variable de l'unité d'œuvre, ce n'est rien d'autre que le coût variable total, 2300, divisé par 50, ce qui fait un coût unitaire de 46. On va également calculer le coût fixe de l'unité d'œuvre. Le coût fixe de l'unité d'œuvre, tout ça c'est à part de l'activité normale. Le coût fixe de l'unité d'œuvre, ce n'est rien d'autre que 1200, coût fixe total, divisé par 50, ça fait 24. Donc nous avons toutes les informations par rapport à l'activité normale. Alors c'est avec ces données de l'activité normale qu'on va faire les prévisions pour les niveaux d'activité donnés, à savoir 35 heures, 40 heures et 60 heures. Alors, d'abord, les charges variables. Alors, on se rappelle bien, à part de la notion de variabilité, que quand une charge est variable, elle est liée à l'activité par
un quotient de proportionnalité. Le quotient de proportionnalité n'est rien d'autre que le coût unitaire variable ici. Alors donc, pour avoir le coût variable correspondant à ces niveaux d'activité, on va prendre le coût variable unitaire 46 et on va le multiplier par les niveaux d'activité. Donc, 46 multiplié par 35, c'est ça qui va donner le coût variable correspondant à 35 heures, c'est-à-dire 1610. Et 46 fois 40, cela va donner le coût variable qui correspond à 40 heures, et c'est 1840. Pour avoir le coût variable de 60 heures, on prend les mêmes 46 et on les multiplie par le volume de l'activité ici qui est 60, ce qui fait 2760. Alors, maintenant, on vient au coût fixe. Alors, on se rappelle comment est-ce qu'on a calculé les coûts variables. On a multiplié les niveaux d'activité par le coût variable unitaire qui est 46. Mais pour les coûts fixes, il n'y a aucun calcul. Les coûts fixes restent fixes. On se rappelle bien de cette notion-là dans la notion de variabilité. Les coûts fixes restent conformes à l'activité normale. Ils ne changent pas quand le niveau d'activité change. Donc, les coûts fixes de l'activité normale étant 1200, on aura partout ici 1200, 1200, 1200. Alors donc, on va additionner ces deux volumes de charges, ce qui va donner pour 35, la somme de ces deux-là, 2810. Pour l'activité 40, la somme de ces deux, ça fait 3040. Pour l'activité 60 heures, la somme de ces deux, 2760 plus 1200, ça fait 3960. Et les coûts unitaires, on les calcule aussi, tout comme on a calculé avec le cas de l'activité normale, c'est-à-dire pour avoir le coût unitaire global, on prend le volume total de la charge qu'on va diviser par la mesure de l'activité. Donc pour 35, on va avoir 80,28. Pour 40, on va avoir 76. Pour 60 heures de travail, on va avoir 66. 66, c'est quoi? C'est 3960 divisé par 60. Et de la même manière, comme on l'a fait avec l'activité normale, on va calculer le coût variable de l'unité d'œuvre en prenant le volume de la charge variable et qu'on divise par la mesure de l'activité. Alors, si on se rappelle, le volume de la charge variable pour tous ces autres niveaux d'activité ont été obtenus en multipliant le niveau de l'activité par 46. Donc, si on prend le volume de la charge variable et qu'on divise par la mesure de l'activité, c'est le même 46 qu'on va avoir. C'est pourquoi vous avez 46 ici, 46 ici, 46 ici et 46 ici. Et pour les charges fixes, c'est la même démarche. On prend le volume de la charge fixe, on divise par la mesure de l'activité. Donc 1200 divisé par 35, ça va donner 34,28 ici. Les 1200 divisé par 40, ça va donner 30 ici. Les 1200 divisé par 60, ça va donner les 20 ici. Alors, on va remarquer que, puisque le coût total, la charge indirecte totale, c'est la somme de variables et de fixes, le coût unitaire aussi, c'est la somme du coût unitaire variable et du coût unitaire fixe. Par exemple, 46 plus 34,28, c'est ça qui donne 80,28. Et 30 plus 46, c'est ça qui donne 76. Et 20 plus 46, c'est ça qui donne 66. Donc, au niveau du coût unitaire, soit vous faites la différence entre coût unitaire global et coût variable pour avoir le coût fixe unitaire, ou bien vous procédez par les divisions. Ça revient à la même chose. Alors donc, à partir de là, on voit bien que les charges indirectes comprennent trois éléments, trois composantes: la mesure de l'activité, le coût fixe et le coût variable. Alors maintenant, pour analyser l'écart sur la charge indirecte, on est obligé de s'intéresser à ces trois composantes. C'est pourquoi ici, l'analyse
repose sur d'abord un tableau préparatoire d'analyse et ensuite l'analyse proprement dite. Alors, ce n'est pas comme les charts directs, où il n'y avait que deux composantes, composante quantité et composante prix, mais ici il y a trois composantes, c'est pourquoi on passe par un tableau préparatoire d'analyse. Alors, ce tableau préparatoire d'analyse, voici sa présentation. C'est un tableau à 7 colonnes. On va apprendre à le remplir sur la base de l'exemple de l'entreprise Kone. Vous apprenez à le tracer aussi. Souvent, dans les sujets, on les donne en document annexé. Si cela n'est pas le cas, vous apprenez à le tracer, ce n'est pas compliqué. Alors, le tableau, c'est 4 colonnes. Il y a une colonne éléments de calcul. Ça, c'est la première colonne. Il y a une colonne coût standard correspondant au temps standard. C'est la colonne numéro 1. Vous avez ici une colonne vide qui va nous permettre de présenter seulement le temps réel. Vous avez la colonne numéro 2 intitulée coût standard correspondant au temps réel. Vous avez une colonne vide aussi dans laquelle on va tout simplement présenter les frais fixes et réels, mais qu'on a annoncé ici en frais fixes prévus. Ça, c'est l'appellation technique du tableau. Et vous avez une colonne numéro 3 qu'on va appeler colonne de coûts autorisés par le budget. Coûts autorisés par le budget. Et vous avez enfin une dernière colonne, c'est la 7e colonne. Elle correspond à la colonne du coût réel. Colonne numéro 4. Alors, je vous ai dit qu'on va remplir ce tableau-là avec l'exemple de l'entreprise Kone. Alors, on a bien un écart constaté sur la charge indirecte, et après on va voir comment est-ce que le tableau va nous aider à faire cette analyse-là. D'abord, on apprend à remplir le tableau. Alors, ici, j'ai dit, c'est la colonne du coût standard correspondant au temps standard. Standard ici, comprenez que c'est la notion, ça veut dire normal. Donc, autrement dit, on va voir coût normal correspondant au temps normal. Alors, pourquoi on va parler de temps ici? Parce que dans le cas de cette entreprise Kone, l'activité est mesurée en temps de travail. Alors, on a ici la première ligne d'éléments de calcul, c'est la production réelle. Elle correspond à 18 unités. Effectivement, dans l'entreprise Kone, on a fabriqué 18 unités. C'est pourquoi on a 18 ici. Ici, on a le temps standard, autrement dit le temps normal, correspondant à la production réelle. Alors, si vous vous rappelez, on a dit dans la fiche de coût unitaire standard, le nombre d'unités d'œuvre normales pour réaliser un produit, c'est 2,5 heures. Alors, puisqu'on a produit 18 unités de produits, le temps normal correspondant à ces 18 produits-là, c'est 2,5 fois 18, ce qui fait 45. Donc, le temps normal correspondant à la production réelle, c'est 45. 45 heures, bien entendu. Le coût variable préétabli de l'unité d'œuvre. Le coût variable préétabli de l'unité d'œuvre, à partir du budget flexible tout de suite, on a vu que pour l'activité normale, le coût variable normal, c'est 46. Voici, c'est 46. Le coût fixe préétabli de l'unité d'œuvre. Le coût fixe préétabli de l'unité d'œuvre, cela se lit aussi dans la fiche de coût, dans la fiche du budget flexible, c'est 24. On a vu ça tout de suite. Alors, maintenant, on va passer au coût variable proportionnel au temps. Là, on est en train de calculer le coût standard correspondant au temps. Alors, le coût
variable proportionnelle au temps, le temps ici c'est 45. Et le coût variable de ces 45 heures, c'est 46 fois 45. Parce que le coût variable unitaire c'est 46 et le temps c'est 45. Donc le coût variable proportionnel au temps c'est 46 fois 45, ce qui fait 2070. Prenez une calculette et essayez de vérifier, c'est ça que vous allez trouver. Et le coût proportionnel au temps, le coût fixe proportionnel au temps, le coût fixe unitaire ici c'est 24, le temps c'est 45, donc le coût fixe de ces 45 heures c'est 24 fois 45, ce qui fait 1080. Prenez une calculatrice et vérifiez, c'est ça que vous allez trouver. Donc, le coût standard correspondant au temps standard, autrement dit le coût normal correspondant au temps normal du travail, c'est la somme de ces deux-là, ce qui fait 3150. Maintenant, on vient à la colonne 2, disons à la colonne numéro 2, intitulée coût standard correspondant au temps réel. Autrement dit, le coût normal du temps réel. Alors, le temps réel de travail, c'est combien? C'est 40 heures. On a vu ça tout de suite, n'est-ce pas? Alors, le coût variable unitaire, c'est 46. Le coût fixe unitaire, c'est 24. Alors, le coût variable proportionnel au temps, le temps étant 40 ici, le coût variable proportionnel à 40, c'est 40 fois 46. Faites le calcul, vous trouverez 1840. Le coût fixe proportionnel au temps, c'est le coût fixe de 40 heures. Ça va donc être 40 fois 24. 40 fois 24, ça fait 960. Donc, le coût standard correspondant au temps réel, c'est la somme de ces deux-là, 1840 et 960, ça fait 2800. Maintenant, le coût autorisé par le budget, la colonne numéro 3. Alors, le temps reste le temps réel, n'est-ce pas? C'est 40 heures. Le coût variable unitaire, c'est 46. Donc, le coût variable proportionnel au temps, ça va être 46 fois 40, ce qui fait 1840. Mais puisqu'on est en train de parler des budgets, c'est-à-dire des prévisions, dans les prévisions, les coûts fixes ne varient pas. Les coûts fixes restent comme ceux de l'activité normale, c'est-à-dire 1200. Donc vous avez coût variable, coût fixe 1200. Maintenant, le coût autorisé par le budget, c'est la somme de ces deux-là, 1840 et 1200, ce qui fait 3040. Et enfin, la colonne de coût réel, ça, on ne calcule pas, c'est l'énoncé qui a donné ça. Les charges indirectes réelles, c'est 3400. Alors donc, on a appris comment remplir ce tableau. Maintenant, il reste à voir comment ce tableau va nous aider à analyser l'écart constaté sur les charges indirectes. On a bien dit que c'est un écart favorable de 250, n'est-ce pas? Et on va voir si cet écart est lié à un écart de quantité, à un écart de coût fixe ou à un écart de coût variable. Alors d'abord, la première direction, c'est l'écart sur le nombre d'unités d'œuvre. Alors, cet écart, s'il existe, c'est un écart de quantité.
Et on se rappelle bien de l'expression générale des écarts de quantité. L'écart de quantité, c'est QR moins QP facteur de CP. Quand on fait entrer le CP là-dedans, hein, c'est un facteur, n'est-ce pas, en dehors des parenthèses. Quand on fait entrer le facteur, ça donne QRCP moins QPCP. Alors, le QRCP, c'est quoi ici? Le QR, c'est le temps réel, c'est 40. CP, c'est quoi? CP, c'est le coût unitaire prévu. Le coût unitaire prévu, c'est le coût fixe unitaire plus le coût variable unitaire. 46 plus 24, ça fait 70. Donc le CP, c'est 70. Et le QP, c'est-à-dire le temps prévu, c'est 45. Le CP, c'est le même 70 là, 46 plus 25. Donc, QRCP, c'est la colonne 2. Et QPCP, c'est la première colonne. Alors, donc, puisque l'écart de quantité s'exprime comme cela, hein, QRCP moins QPCP, on a donc la colonne 2 moins la colonne numéro 1. Alors, les calculs étant déjà faits, le QRCP, c'est la somme de ces deux-là, ça fait 2800. Le QP, temps préétabli, fois CP, CP c'est la somme de ces deux-là, ça donne la somme de ces deux montants, ce qui fait 3150. Donc, notre écart sur quantité, c'est colonne 2 moins première colonne. Alors, c'est ça qu'on a présenté ici. Alors, cet écart sur le nombre d'unités d'œuvre, il est appelé écart de rendement. Ça, c'est son appellation. Et sur R, et c'est la colonne 2, comme on l'a montré tout de suite, moins la première colonne. Ça fait 2800 moins 3500, ça fait moins 350. Un écart favorable. Alors, c'est un écart de rendement. Cela renvoie au temps de travail, n'est-ce pas? On avait prévu de mettre ce coût-là, n'est-ce pas, pour la charge indirecte, mais le coût qu'on a réellement supporté, c'est 2800. Donc, ça fait bien une économie, un écart favorable. Alors, maintenant, on va revoir si le tableau de comparaison nous permet de faire l'analyse de l'écart sur la partie fixe, le coût fixe. Le coût fixe, si on regarde bien le tableau de comparaison ici, la colonne coût fixe et réel, c'est 1200. Enfin, le montant du coût fixe et réel, c'est 1200. Ça se trouve dans la colonne 3. Le montant du coût fixe préétabli se trouve dans la colonne 2. Le coût fixe préétabli, c'est 24 fois 40, ça fait 960. Alors, nous voulons faire le coût fixe réel moins le coût fixe prévu. Le coût fixe réel, c'est 1200. Le coût fixe prévu, c'est 960. Alors, en faisant, si on regarde bien, dans ce total-là, 3040, le coût variable est 1840. Dans ce total, 2800, le coût variable est 1840. Donc, en faisant cette colonne 3 moins cette colonne 2, parce que nous voulons faire le coût fixe réel moins le coût fixe prévu. Donc, en faisant le total de cette colonne moins le total de cette colonne, les 1840 ici vont s'annuler
Et finalement, on va avoir l'expression qu'on est en train de chercher, à savoir le coût fixe réel moins le coût fixe prévu. Alors, parce qu'il faut se rappeler que le coût fixe étant un écart de prix, son expression générale, c'est CR moins CP facteur de QR. CR moins CP facteur de QR. Alors, notre QR ici, c'est quoi? C'est 40. Alors, on a 40 ici, on a 40 ici. Ça veut dire que dans ces deux colonnes-là, le Q est réel. Alors, ça, c'est le coût fixe prévu et le coût fixe réel, il est là. Alors donc, le tableau de comparaison nous permet également de faire le calcul de l'écart, ou bien, disons, de faire ressortir l'effet du coût fixe sur l'écart de la charge indirecte. Alors, c'est ça qu'on a noté dans l'analyse proprement dite. Alors ici, on a dit colonne 3 moins colonne 2. Colonne 3 moins colonne 2. Ça donne un écart défavorable de 240. Alors, cet écart, il est noté écart sur activité. Parce que le seul facteur qui a permis de faire cette analyse ici, ou le seul élément sur lequel on a analysé ici, c'est le coût fixe. Et cela nous renvoie à une première technique d'analyse qu'on a vue, c'est-à-dire l'imputation rationnelle des charges fixes. Alors, dans l'imputation rationnelle des charges fixes, on a parlé de la comparaison entre l'activité réelle et l'activité normale. Alors, c'est pourquoi cette analyse étant basée sur l'analyse des coûts fixes, elle est appelée écart sur activité. Alors maintenant, il reste le dernier élément à analyser, c'est-à-dire le coût variable. Alors, le coût variable, c'est un écart de prix aussi. Son expression, c'est toujours CR moins CP facteur de QR. Le QR, c'est 40, n'est-ce pas? Alors, on va voir comment est-ce que le tableau de comparaison va nous aider à ça. Alors, ici, on a la colonne de coût réel. Tout est réel ici. Charge fixe est réelle, charge variable est réelle. Et dans la colonne 3, les charges fixes sont réelles, mais les charges variables sont prévues. Et regarde, 1840, c'est le coût variable prévu. Tout comme ici. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire la différence entre le coût variable et réel et le coût variable prévu. Alors, puisque le coût fixe est 1200 ici et 1200 ici, en faisant le total de la colonne 4 moins le total de la colonne 3, les 1200 coûts fixes vont s'annuler et on aura finalement le coût fixe, disons le coût variable et réel moins le coût fixe, le coût variable prévu. Le coût variable et réel moins le coût variable prévu. Donc, l'écart sur le coût variable est présenté, obtenu à partir du tableau préparatoire en faisant colonne 4 moins colonne 3. Alors, c'est ce qu'on a fait ici. Écart sur coût variable. Ça, il est noté écart sur budget, ça c'est son appellation. Écart sur budget parce que dans la prévision, seules les charges variables ont été prévues. Sinon, le budget a prévu le même volume de charges fixes dans les deux colonnes. Donc, s'il y a un écart à ce niveau, ce n'est lié qu'au coût variable et cela est lié au budget. Donc, l'écart sur budget et sur B, c'est la colonne 4 moins la colonne 3. C'est fait ici. Et ça nous donne un écart défavorable de 360. Alors finalement, l'analyse des écarts sur charge indirecte
établi à partir du tableau préparatoire, ça donne écart sur rendement 2 moins 1, écart sur activité 3 moins. Ça c'est écart sur le nombre d'heures de travail, ça c'est écart sur les coûts fixes, et ça c'est écart sur les coûts variables, écart sur budget. Alors donc je vous disais que c'est l'aspect le plus important pour la gestion, parce que ça permet aux gestionnaires de savoir d'où proviennent ces dépassements ou ces économies. Merci et à bientôt.